toutes et à tous, bienvenue pour ce 40e épisode de la 7e saison de Cold Facts. Début de la finale de National League, duel de Lyon entre Lausanne et Zurich, comme l'année dernière. Et comme l'année dernière, alors différemment dans le sens où c'était à Lausanne et pas à Zurich, mais c'est Zurich qui mène 1-0 dans cette série. Un match où il n'y a pas eu grand-chose à faire pour Lausanne, battu 3-0 très rapidement, 2-0, Malguin, Grant, Andrighetto qui ont marqué. Donc on va parler de ce match et revenir et se projeter sur le match numéro 2 qui aura lieu jeudi à Zurich. Et puis on parlera aussi de l'équipe de Suisse qui va se déplacer à Marseille. Greg y sera pendant un petit moment et on va faire l'effectif et voir qui pourrait rejoindre l'équipe progressivement avant le championnat du monde à Herning. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, je rentre d'un match à la Valide Joux, début de saison. Ah, toi aussi? Entre le Lausanne HC et Zurich. Alors match sans grand rythme, donc c'était début de saison quoi. On s'attendait pas à mieux, c'est ça? Ouais, moi je pense que si Zurich continue comme ça, ils pourront être dangereux pour la suite du championnat quand même. Ils peuvent gagner la Valide Joux. Mais il faut pas tirer des conclusions trop hâtives de ce début de saison. Non. Oh. Non, on rigole. Lausanne, après avoir battu Fribourg, c'est là où je voulais en venir. Samedi, Lausanne a commencé à monter une plus grande montagne, on va dire, que Fribourg. C'est Zurich en finale à la maison. Match 1, l'année passée, on se rappelle, c'était la même finale. 7 matchs, 7 victoires à domicile. Il y a déjà un scénario différent, vu que Zurich est venu gagner à Lausanne 3-0. Sans appel, c'est ce qu'on dit quand c'est comme ça? Ouais, depuis qu'on a si on reprend le scénario de la saison passée, c'était 2-0 dans le match 7, 3-0 dans celui-là, ça fait quelques minutes que les Lausannois n'ont pas réussi à battre Roubaix, en tout cas en play-off. Ouais, puis ce match-là, j'ai l'impression que même on a parlé, toi et moi, avec des acteurs du match à la fin, et Jeff Ward aussi, personne se voilait la face en disant c'est quelques détails qui ont fait la différence. Je crois qu'il n'y a pas eu le mot détail en zone mixte aujourd'hui, et pour une simple et bonne raison, c'est que ça s'est pas joué sur des détails. C'est que ce soir-là, match 1, Zurich était juste largement meilleur que Lausanne HC. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'il y a 1-0 pour Zurich et que dorénavant, Lausanne devra aller gagner une fois à Zurich. C'est tout. Mais dans les faits, sur ce qu'on a vu ce soir, il n'y a rien à dire. Zurich est venu, avait un plan de match qu'il a parfaitement exécuté. Lausanne n'a jamais eu de réponse. J'ai essayé de lancer Jeff Ward à la fin du match sur pas les excuses, parce que j'étais pas là pour chercher les excuses au LHC, mais les explications sur une éventuelle fatigue, sur le fait que Zurich était au repos samedi soir alors que Lausanne devait justement se battre contre Fribourg pour se qualifier pour la finale. Et il a dit non, c'est pas du tout une excuse. Alors, so be it, c'est pas une excuse. Donc, à nous non plus de ne pas l'utiliser comme tel, vu que dans le vestiaire, ils ne le prennent pas comme si ce n'est une excuse, mais une explication. Mais lui, il ne voulait pas l'entendre, cette explication-là. Même si, en un sens, moi, j'entendrais qu'un entraîneur me dise nous, on était évidemment dans le rythme, contrairement à Zurich, mais aussi les jambes un peu lourdes et on a eu un peu de mal à se mettre dans le match. Mais non, ils sont pas rentrés dans ce jeu, entre guillemets, ou dans cette excuse-là. C'est juste que Zurich était 2 crans au-dessus ce mardi soir et je pense que c'est une bonne leçon qu'a pris Lausanne finalement ce mardi soir parce que comme ça, ils n'ont aucune chance. On va être clair. Si Zurich joue comme ça et Lausanne joue comme ça, ils n'ont absolument aucune chance. Est-ce que ça veut dire que Lausanne a aucune chance dans cette finale? Absolument pas. Non. Mais en l'état, et je pense que ce sera aussi un bon wake-up call pour les Lausannois, les gars, ça va juste pas aller. Et Jeff Ward nous questionnait quand un confrère a parlé de Perlini, parce qu'on y reviendra juste après, et qui était titulaire, et en disant ouais, est-ce que Perlini tu l'as trouvé bon ou pas? Puis il dit mais arrêtez les gars, enfin il disait mais c'est pas
déjà Perligny, ça faisait un mois qu'il jouait pas, mais accessoirement, on n'a pas perdu à cause de Perligny. Il a 100% raison. Et c'était pas la question du confrère. D'ailleurs, en l'occurrence, c'est Chris Gaillard du matin et de 20 minutes. C'était pas du tout sa question. Et je crois que Jeff Ward l'a pas compris comme ça d'ailleurs. Il me semble. Il n'y a pas eu de malentendu là. Mais il disait qui a été bon ce soir. Et pour moi, ça c'est presque la phrase clé de l'interview de Jeff Ward à la suite de ce match-là. C'est qui a été bon. Dites-moi les gars qui a été bon. Puis force est de constater qu'on ne sait pas vraiment qui sortir du lot. Hein. Non, on en rigolait ensemble. On a aussi dans un groupe avec des amis où on disait ils ont annoncé Jason Fuchs comme meilleur joueur. Honnêtement, j'avais l'impression que c'était un peu tu pioches un numéro, tu fermes les yeux, tu prends la feuille de match, tu fais lui. Jason Fuchs. Puis quelqu'un nous a dit, mais alors sur l'app, il proposait Bougro, Fuchs, Ruexeger. Pardon, mais si c'était ça, les trois choix, et c'est pas la faute de ceux qui ont fait choisir pour élire le lion du match, mais c'est aussi parce que je pense que les personnes qui devaient proposer trois noms étaient là, on sait pas trop. Et quand tu as deux gars de la 4e ligne et un gars de la 3e, on va dire, c'est que si c'est pas passé quand même des super trucs, même si le secondary scoring des fois peut être déterminant. Mais pas là. Pour le coup, c'était vraiment difficile d'avoir quelqu'un... Ouais, tu disais wake-up call. Est-ce qu'il y en a eu un qui a décidé de se lever? Je vais pas reprendre cet exemple ad aeternam, mais... Radgeb contre Lausanne lors du match 7 qui se couche sur les pucks encore alors qu'il y a 4-1. Voilà quelqu'un qui ne veut pas perdre. J'ai pas eu ce sentiment-là. Moi, je trouvais qu'il n'y avait pas d'émotion. Après 2 tiers, 3-0, tu peux te dire, faut qu'on trouve quelque chose. Faut qu'il y ait une étincelle. J'ai l'impression qu'il y avait même pas de braise sur lesquelles tu pouvais souffler, en fait. Non, je suis assez d'accord avec toi. Après, voilà, si on revient sur l'alignement, petite surprise à 1h30 avant le match, on voit que Brendan Perligny est sur la glace au détriment de Payuniemi. Alors, on n'est pas encore membre fondateur du fan club Lauri Payuniemi ici, mais c'est un joueur que moi j'aime beaucoup et je m'attendais à le voir jouer parce que j'ai bien aimé ce qu'il a fait dans la série contre Fribourg. Annoncé surnuméraire, mais petit, imbroglio, c'est un bien grand mot, mais petit moment de flottement en zone mixte à la fin du match où je demande, moi, à Jeff Ward, je dis, Perligny titulaire à la place de Payuniemi, est-ce que tu peux nous expliquer la réflexion qui a mené à ce choix-là? Il dit, Payuniemi était blessé. Je dis, alors sur la feuille de match, il est annoncé surnuméraire. Il dit, écoute, moi, je sais pas ce qui est écrit sur la feuille de match, mais je peux te dire que c'est moi qui ai pris la décision. C'est pas Payuniemi qui m'a dit qu'il n'était pas capable de jouer, c'est moi qui ai dit qu'il n'était pas capable de jouer ce soir. Donc il était annoncé surnuméraire, puis après il a dit c'est les playoffs quoi. Il a dit day to day. Day to day, voilà. Donc quand même, Payuniemi a été annoncé surnuméraire, mais c'est plutôt pas un choix du coach. Ce qui, en un sens, me rassure, pas par rapport à Lausanne, mais dans ma compréhension de cette équipe lausannoise, moi de voir Payuniemi surnuméraire au détriment de Perligny, ou au profit en l'occurrence de Perligny qui n'avait pas joué depuis un mois, honnêtement pour moi ça faisait pas grand sens. Donc d'apprendre qu'il est plutôt, si ce n'est blessé day to day, qu'il a un petit problème où il n'est pas à 100% pour jouer cette finale, ça m'a l'air un peu plus cohérent, on va dire ça comme ça. Ouais, t'es pas le seul et on n'est pas les seuls quand on discute avec certains acteurs du hockey sur glace. Anciens joueurs, ils aiment beaucoup Payuniemi en fait. C'est quelqu'un qui a amené un profil de joueur de play-off. Alors évidemment, il n'a pas mis 53 goals et tout, mais cette énergie, cette capacité d'aller mettre un check sans être un gros type. Parce que des fois, c'est aussi ma faute quand je me dis « Ah, mais est-ce que Lausanne est assez physique ?» Parce qu'il manque peut-être des grands types, mais on voit à Zurich qu'ils peuvent être physiques sans avoir besoin d'avoir des types qui mesurent tous 1m90. Il n'y a pas besoin d'avoir des armoires à glace pour ça. Même un Rohrer peut être ultra physique et ultra intense. Avoir cette espèce de... Ce terme anglais qui est difficilement traduisible en français, le grit. C'est un peu ce côté... crocheur, bagarreur, aussi un peu physique.
la hargne, on va dire ça comme ça. Ouais, je sais pas si on peut dire grinta, mais effectivement, ouais, non, c'est pas du tout grinta, mais la hargne, effectivement, c'est difficile à trouver la bonne traduction, mais c'est un peu ce qui se dégage de Payuniemi. Et encore une fois, moi, il y avait combien de joueurs on va dire les 18 ou 20 joueurs du LHC, j'ai pas vu un joueur qui avait de la hargne ce soir. Non, je suis d'accord. Après, c'est vrai que c'est toujours tendu de faire des conclusions ou de tirer des conclusions après un match, mais c'est vrai que sur ce match, qui n'est qu'un match, on rappelle, hein, Lausanne était mené 3-1 contre Fribourg, et à ce moment-là, honnêtement, pas grand monde en menait large en réfléchissant, même après à 3-1, quand Fribourg menait contre Lausanne lors du match 5 à Lausanne, je pense que... certains fans du Lausanne HC disaient en gros c'est plié pour nous, on peut oublier. Je suis sûr qu'ils existent et ils ne l'avoueront pas, mais ils existent. Voilà, les playoffs, ils nous parlent sans cesse de mémoire courte, ils nous parlent sans cesse de ce n'est qu'un match, et c'est vrai, ce n'est qu'un match. Mais ce match-là, moi j'ai trouvé Zurich en contrôle du début à la fin, et moi c'est ça qui m'a impressionné, c'est l'aspect mécanique de cette équipe zurichoise, comme je l'avais déjà dit avant cette série. Et Zurich aussi a dû faire sans Lamico qui a été annoncé malade et sans Baltisberger également annoncé malade. Mais malgré ça, j'ai l'impression qu'ils en avaient tellement sous la pédale. Et dans le premier tiers, tu vois que Malguin, quand il prend le puck, il est fluide, il est fort, il est impressionnant honnêtement. Et finalement, Andrighetto, qui a été à la peine, si tu te rappelles de la finale l'année passée, il n'avait pas été hyper bon, Andrighetto. Hein. Il avait genre 1 point ou 2 points, quelque chose comme ça sur les 7 matchs. Il n'avait pas été décisif. Il avait sûrement aidé l'équipe à gagner dans le sens où il a tiré l'attention sur lui, comme il est très bien capable de le faire, on le sait. Mais il n'était pas déterminant au sens du scoring. Mais là, voilà, de nouveau, ce soir, il a une action de but pour le 3-0. Et puis, en fait, c'est l'intérieur du poteau et c'est pas l'extérieur du poteau. Et c'est assez impressionnant de voir cette équipe rouler. Et finalement, Lausanne va devoir être capable d'être le poil à gratter pour freiner cette machine. Mais sur ce qu'on a vu là, il va falloir 2-3 poils à gratter pour la freiner parce que ça roule, quoi. C'est très difficile de voir, de dégager quelque chose. Tu l'as très bien dit aussi, faut pas tirer de conclusion. Il n'y a pas de conclusion à tirer de ce match, si ce n'est que Zurich était meilleur, voilà. Mémoire courte 1-0, mais on est obligé toujours, c'est toujours la même chose en tant que journaliste, en tant que suiveur, de dire l'année passée c'était 4 matchs à Zurich, c'était 4 victoires zurichoises. Cette année ils ont été impeccables à domicile. C'est quand même si ce n'est un Everest, tout du moins quelque chose que personne n'a encore réalisé depuis en tout cas 3 séries, et même depuis plus longtemps, puisque avant la série contre Lausanne, la série finale l'année passée, c'était 4-0, 4-0. Donc, oui. Zurich à domicile sur les playoffs, sur les 2 dernières saisons, pour l'instant, ils n'ont toujours pas perdu. Donc, il faut... Donc, à la Suisse Life Arena, en fait, si on veut bien. Exactement, tout à fait. Donc, c'est vraiment une tâche qui est clairement ardue, quoi. C'est bêtement des chiffres, quoi. Il n'y a pas de sentiment de dire ah ouais. Puis on avait quand même l'impression aussi l'année passée d'avoir ces matchs. Je me souviens pas d'un match où je me suis dit Lausanne est passé tout près. Et tu disais contre Fribourg, quand ils étaient menés, même dans les matchs, il y avait des actions, il y avait des occasions. Moi, alors, trouver une grosse occasion lausannoise lors de ce match de mardi soir, je sais pas, même sur les powerplay, il y a bien eu 1 ou 2 fois où Roubec aurait pu, mais c'était pas il n'y a pas eu des 1 contre 1, il n'y a pas eu des scènes de panique ou des gros tas de joueurs devant, comme on a pu voir contre Fribourg, où on se disait mais comment le puck fait pour ne pas rentrer. J'ai rien vu de tout ça. Donc autant contre Fribourg, des fois Lausanne perdait le match, mais tu disais ils étaient pas loin. Autant là, il y a pas grand chose sur lesquels se raccrocher, et peut-être tant mieux finalement, hein. Tu peux dire en tant qu'entraîneur, bon les gars, vous me refaites ce match là, ça va pas aller du tout, donc faudra tout changer, faudra une autre attitude.
Et Lausanne, le prochain match sera nettement meilleur. Mais là, retirer quelque chose de ce match, côté lausannois, c'est difficile. Hein. Même au niveau du coaching, je dois avouer que j'ai été un peu, si ce n'est déçu, je pense pas que je peux être déçu du coaching Jeff Ward. Je vais lui poser la question à la fin, pourquoi tu t'es finalement, j'ai pas dit entêté, parce que c'est pas le bon terme, parce qu'il s'est pas entêté. Non. Il a juste pas changé ses lignes. Et il faut très bien choisir les mots qu'on utilise en interview avec Jeff Ward, parce que sinon après on peut se faire ramasser. Mais en l'occurrence, si c'était pas le bon terme, ça n'aurait pas été le bon terme de dire qu'il s'était entêté, mais de dire pourquoi durant toute la soirée t'as vraiment voulu continuer avec ta ligne Suomela, Oksanen, Ria contre la ligne Malgin, Andrighetto, Balcers, et voyant que ça ne fonctionne pas, pourquoi il n'a pas changé, et finalement il dit I've got my reasons. Ok, merci. Bon, très bien. Donc bref, toujours est-il que c'est pas en lui posant la question qu'on en saura plus, mais moi je suis quand même obligé de me poser la question, à quel moment le coach il doit pas se dire ce soir, vu que j'ai le dernier changement, vu que j'ai moyen de pouvoir influer sur les match-up, est-ce que finalement je devrais pas envoyer une autre ligne contre Malgin, Andrighetto, Balcers, ou alors il se dit en fait ils sont tellement dominants ce soir que je ne vois pas quelle ligne va les freiner. Et donc, je ne prends pas le risque de encore affaiblir peut-être ce match-up-là en essayant de leur coller une autre ligne. Je l'entends aussi, hein, je ne dis pas qu'il a tort. Mais c'est vrai qu'il y a un côté où tu dis, en fait, il reste un tiers à jouer. Est-ce que tu tentes pas de changer un peu tes alignements ? Absolument. Et l'année passée, c'était cette fameuse ligne avec Jäger au centre et Boson et Raffel sur ses ailes, exact, qui était si embêtante à jouer, qui arrivait à faire déjouer, notamment à Lausanne, cette triplette zurichoise, et même des fois à Zurich, elle arrivait à... tu disais, Andrighetto n'avait pas beaucoup de points, hein, donc ça venait d'ailleurs, ça venait de Freuden et Lamico notamment lors du match 7. Ça pouvait venir de Derek Grant, quel joueur au passage. Là, les Zurichois, effectivement, Malgin, Grant, Andrighetto, Rubec qui fait un blanchissage, Kukan qui fait une passe. Pour moi, c'était les 5, je ne sais pas si on peut dire stars, mais en tout cas, les 5 joueurs. Et je pense que tout le monde, ou 95% des gens pensent pareil, qui étaient les joueurs à surveiller côté Zurich. Ils ont été dominants sur ce premier match. Est-ce qu'ils le seront durant toute la série ? On verra, mais toujours est-il que sur ce premier match, ils ont été meilleurs que la triplette de Lausanne, qui avait été si forte contre Fribourg samedi soir et qui a été éteinte finalement lors de ce premier acte. Le problème quand tu affrontes une équipe comme Zurich, si tu compares avec une équipe comme Fribourg, c'est l'aspect unilatéral de l'attaque fribourgeoise qu'on a pu voir sur cette fin de série, a fortiori avec les absences de Wallmark et de Larose qui ont pas mal pesé, mais même globalement, Zurich a, même avec Baltisberger out et Lamico pas là, et donc 2 défenseurs étrangers avec Kinnunen qui a joué, avec Lertonen derrière, tu te retrouves avec une attaque zurichoise qui est beaucoup plus diversifiée que celle de Fribourg. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de défendre, et Lausanne a vraiment eu de la peine. Et donc, c'est aussi là où tu dis, ok, on envoie notre première ligne, donc Suomela, Oksanen, Ria, contre la première ligne adverse, mais tu sais que derrière, tu t'exposes quand même à la ligne de Grant, à la ligne de Freuden. Et donc, ça vient de un peu partout. C'est ça qui est assez difficile finalement. Et comme tu dis très justement, l'année passée, il y avait la ligne de Boson, Jäger, Raffel, qui était défensivement très intéressante, qui était rugueuse, qui était offensivement intéressante également. Et là, 2 de ces 3 gars sont pas là actuellement. Il y en a 2 qui sont blessés pour Raffel et Boson. Et ça manque. Surtout que, si tu te rappelles, moi je disais avant la série Fribourg-Lausanne, pourquoi la série Fribourg-Lausanne, selon moi, allait être plus serrée que l'année passée, c'est parce que je trouvais que Fribourg était un poil meilleur que l'année passée, et je trouvais que Lausanne était un poil moins bon que l'année passée. Et finalement, si on part de ce constat-là, on se retrouve avec Lausanne que je vois de nouveau un peu moins bon que l'année passée. Mm-hmm. Par contre, est-ce que Zurich, j'ai vu les matchs de Zurich en play-off, mais peut-être avec un peu moins d'attention que j'ai pu voir Lausanne cette saison.
c'est plus difficile pour moi de juger cette équipe zurichoise. Mais par contre, sur ce que j'ai vu ce soir, faudrait être un peu ravagé pour dire que l'équipe de Zurich de cette année, sur ce qu'on a vu ce soir, est moins bonne que l'année passée, parce que c'était vraiment, vraiment impressionnant. Donc, Lausanne, défensivement, va avoir un sacré boulot pour aller en voler un à Zurich maintenant. Absolument. On a reçu une question toute récente, puisque c'est quelqu'un qui rentrait du match et qui nous pose une question assez intéressante. C'est Gaëtan. Hello les gars, merci pour votre boulot. Je me réjouis de vous entendre demain, même si ça risque de me rappeler des souvenirs pas top. Je me demandais en rentrant, en boudant chez moi, à votre avis, quel joueur de Lausanne aurait leur place dans l'alignement zurichois? Bonne rentrée chez vous et à demain. Et merci Gaëtan déjà. Ouais. Et quand je lisais cette question, j'étais là, chaud. Si on prend, évidemment, dans l'absolu, ça n'a pas tellement de. Je pense qu'elle est plus intéressante après le match de ce soir, non? Oui, absolument. C'est vrai que c'est pas évident à dire parce que l'équipe de Zurichois, c'est une armada à la base. Après, l'équipe de ce soir, vu qu'il manquait Baltisberger, Lamico, c'est une équipe de Zurich un petit peu différente de celle qui a affronté Davos, par exemple, en quart de finale, où il y avait quand même pas mal. Enfin, il y avait une profondeur offensive assez impressionnante. Maintenant, on va dire, si Zurich avait tous les moyens à disposition, ce qui n'est pas très loin, soit dit en passant, je pense qu'on ne prend pas trop de risques en disant qu'un Glauser ou qu'un Ria auront leur place ou auraient leur place dans cette équipe-là, mais ça me semble pas très intéressant comme constat. Après, je pense que si Zurich peut avoir un Ken Yeager comme centre de 3, il serait pas forcément mécontent. Lui, il aurait clairement sa place à ce niveau-là. Mais surtout, je pense que ce qui est intéressant, c'est de comparer poste pour poste la première ligne de Zurich versus Lausanne, deuxième ligne Zurich versus Lausanne, etc. Et là, de voir à poste égal ou à profondeur égale dans l'alignement qui a sa place. Et en l'état, on va dire, et avec l'équipe de Lausanne ce soir, c'est pas évident. Hein. Non. C'est vraiment pas évident à dire parce que finalement, même la défense Lausanne, la défense zurichoise, avec des Weber, Kukan, Lettonen, 2 étrangers en l'occurrence ce soir. Gehring, pour faire expérience. Gehring, Marty, donc Christian Marty. Oui. Je pense qu'un Glauser peut passer devant un de ces gars sans aucun problème. Je pense qu'un Ria peut passer devant certains joueurs, mais après, on en parlera un petit peu plus tard au niveau de l'équipe de Suisse, même un Vili qui est un joueur d'impact. Il a un vrai intérêt dans cette équipe finalement pour le rôle qu'on lui confie. Et c'est aussi ça, en fait, qui est intéressant, c'est de voir quel rôle a quel joueur dans cette équipe. Mais on va dire, d'un point de vue construction d'équipe, je pense que s'ils étaient dans le contingent zurichois, Ken Yeager et Andrea Glauser se feraient pas trop de soucis, puis ils pourraient mettre leur maillot pour un match de finale. mais les autres, et Damien Ria, bien entendu, et Damien Ria sans aucun doute. Et je pense que même c'est presque Damien Ria que je verrais avec Glauser le plus clair finalement. Absolument. Et si on devait faire l'exercice inverse, parce que je trouve ça assez amusant finalement, et on enlève directement Malguin Andrigetto parce que ça n'a pas d'intérêt. Un Rohrer pourrait être intéressant, évidemment. Un Chris Baltisberger, on disait en 4e ligne, ou un Bechler, ou un Sigrist, finalement. Et c'est aussi là que tu vois que presque une bonne partie de l'équipe, finalement, vu qu'il n'y a que Glauser et Ria et potentiellement Yeager, de l'autre côté, tu te dis en défense, évidemment qu'un Kukan, évidemment qu'un Weber avec son expérience pourrait amener vraiment beaucoup de choses. Et gardien Roubec, sans faire injure à Kevin Page du tout, hein, mais qu'est-ce qu'il est calme et sûr aussi. Donc, c'est là après, que c'est après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun Lausannois qui pourrait jouer à Zurich. Mais non. C'est plutôt quel Lausannois passe devant les Zurichois dans un éventuel alignement. Et dans ce sens-là, c'est pour ça que moi, je me borne j'en reste à ceux que j'ai cités, parce qu'eux, je suis sûr ils pourraient passer devant un gars zurichois dans l'alignement. Les autres, je suis moins sûr. Et à l'inverse, dans les Zurichois, pour commencer à passer devant un Frick, devant un Eldner, devant des gars comme ça,
il y en a pas non plus 10 qui passeraient devant. Mais c'est vrai que cette équipe zurichoise, moi, le moins impressionne, c'est qu'à tous les postes, en fait, le gars qui remplit le maillot, il a un vrai rôle, il a un vrai impact. Et puis c'est un joueur d'impact. Je pense que c'est vraiment ça qui est impressionnant sur ce qu'on a vu actuellement. Et en même temps, Davos les a poussés, sans qu'on ait une équipe de Davos qui soit forcément extraordinaire. Davos les a poussés en 6. Donc c'est possible de les battre 2 fois. Cloton les a battus 1 fois, mais ça, honnêtement, Ouais. Je disais à l'époque, moi je parlais de gentleman sweep. Donc le sweep du gentleman, comme disent les Américains, c'est-à-dire on va pas gagner 4-0, on vous laisse gagner un match à la maison, puis on finit chez nous. Le 4-1, j'ai un peu l'impression que c'est ce qui s'est passé avec Cloton. Par contre, Davos a fait une vraie série contre cette équipe de Zurich, et Davos a montré que cette équipe de Zurich était battable. Et on rappelle quand même qu'avec Marco Bayer derrière le banc, on n'a pas l'entraîneur le plus expérimenté de National League, même s'il a l'ancien assistant de Mark Crawford qui est toujours là, Cookson, mais quand même, c'est pas l'entraîneur le plus expérimenté de la ligue. Donc là, derrière le banc, je pense que Jeff Ward est un avantage par rapport à Zurich. Mais après, voilà, devant le banc, à savoir sur le banc, c'est vrai qu'il y a plein d'endroits, je vois un avantage pour Zurich, mais tu me diras, l'année passée, c'était aussi le cas finalement, même si l'écart, on peut théoriser sur est-ce qu'il est plus ou moins grand que l'année passée. L'écart était aussi là l'année passée, puis on allait en 7 matchs. Exactement. Je te propose qu'on termine cette section de ce premier match. On se projette un tout petit peu sur le match 2. On a dit que l'expérience Perlini était... Il est entré dans un contexte assez difficile. Hein. Il aurait peut-être pu quand même être un poil plus... Je me disais, typiquement, est-ce que ça peut être l'étincelle, le gars, il se dit, bon, moi, finalement, je dois tout donner sur ce match-là parce que je ne sais pas si je vais jouer le match 2. Donc, j'y vais. Peut-être être un peu plus impactant physiquement. Des fois, j'ai trouvé Lausanne qui est gentil. Une équipe qui a manqué un peu de je sais pas, de chien, de vouloir essayer un tout petit peu, et je parle pas de blesser l'adversaire parce que c'est pas du tout le style que préconise Jeff Ward, et tant mieux, et j'ai l'impression que même en Suisse c'est pas trop le style des équipes, mais juste des fois de se faire un poil plus respecter, je sais pas comment dire ça, et si Payuniemi peut revenir dans l'alignement, sans doute que il pourrait faire du bien à cette équipe. Il y a peut-être aussi un état de fraîcheur. Perlini était frais. Payuniemi a un petit peu plus de temps pour revenir. Il n'a pas joué tous les playoffs. Et des fois, il n'a pas joué non plus tous les matchs de la saison. Donc, je ne pense pas que c'est le plus fatigué de tous, ce qui peut être un avantage aussi. Donc, mais on l'a dit, hein, gagner à Zurich en playoff, la Swiss Life Arena, il n'y a personne qui l'a fait, quoi. Ouais, absolument. Après, faudra voir Payuniemi, comme tu l'as dit, il sera peut-être de retour. Jeff Ward l'annonce day to day, donc décision le jour du match. Je pense que le coup de si c'est en playoff, il jouerait. Là, on est en playoff, donc ils vont faire en sorte qu'il soit apte à jouer. Si c'est vraiment, disons, si c'est un 50-50, ils vont plutôt prendre le risque de le faire jouer, je pense. Surtout vu ce qu'a fait Perlini, à savoir malheureusement pas grand-chose. Il se crée une occasion. Hein. Il en a une jolie occasion. Mais à part ça, il n'a pas fait grand-chose. Tu me diras, si l'occasion rentre, ça change un petit peu le match et peut-être notre évaluation de son match aussi. Mais en même temps, il l'a pas marqué. Donc au bout du compte, malheureusement, on doit rester à l'évaluation de il n'a pas marqué, il n'a pas beaucoup pesé, il a joué en power play, mais il n'a pas été hyper utile. Moi, je dois avouer que j'étais un peu déçu de Suomela sur ce match. Il était tellement fort dans le match 7 contre Fribourg. Est-ce qu'il avait un contre-coup de sa maladie qui a failli le faire manquer le match contre Fribourg? C'est pas totalement impossible. Hein. On a tous eu une grippe et puis on sait que, je sais pas ce qu'il a, si c'était une grippe ou pas d'ailleurs, mais bref, on a tous été malades et on sait que ça peut te prendre plus ou moins de temps pour te remettre à 100%. Donc j'ai plutôt envie de lui donner un bénéfice du doute sur ce coup-là. Mais je ne l'ai pas trouvé bon. Et moi, il y a une scène qui m'a un petit peu embêté. C'est sur le 3-0 où, l'arbitre touche le puck du patin et le freine.
Mais oui, c'est agaçant et puis du coup ça part en contre. Mais au lieu de taper la canne sur la bande et de râler, en fait tu backcheck et t'essayes d'aller aider les copains plutôt que de t'énerver. Ça c'est un tout petit peu dommage, je trouve, et surtout que c'est pas ce qui nous a habitués. Donc j'ai trouvé un petit peu embêtant. Et j'attends un petit peu plus de lui sur ce match numéro 2, de lui et de sa ligne, hein, globalement, parce que la première ligne on l'a pas beaucoup vu dans ce match, aussi parce qu'elle a été éteinte par la première ligne adverse. Est-ce que les Zurichois vont se dire va bien, on va continuer avec ce match-up-là? C'est assez probable vu ce qu'on a vu ce soir. Ils ont eu toute la soirée le match-up première ligne contre première ligne et les autres ont fait la différence, pouvaient en tout cas faire la différence. Je pense que Bayern va vouloir le même à la maison. Au niveau de l'alignement, ça va vraiment dépendre de Perligny ou pas. Le reste, je pense que j'ai demandé à Ward s'il y avait des retours possibles. Il m'a dit on verra bien. En gros, tout le monde on espère. Là, on veut pas de rien dire parce que c'est les playoffs et puis on sait très bien ce qui se passe, posant de questions. Mais voilà, j'ai dit, mais je te demande pas d'être spécifique, mais est-ce qu'il y a des retours possibles? Il m'a dit, on espère. Alors, dit, super, merci. Enfin, en l'occurrence, je le blâme vraiment pas. Je le blâme assez quand j'estime que ça vaut la peine. Là, c'est pas le cas. Je comprends qu'il puisse rien me dire, mais c'est clair que si tu peux compter sur un joueur ou l'autre, même si, comme on a dit au dernier podcast, Boson, on s'attendait plutôt pas avant la fin de la série, enfin plus tard dans la série. Raffel, on n'y compte pas trop, honnêtement, de ce que j'entends, tout ce que je lis et entends à gauche à droite. Je compte pas sur un retour de Raffel. C'est vraiment Boson un peu l'espoir. J'ai l'impression les autres, je doute un peu qu'ils reviennent. Ouais, en parlant du temps de jeu aussi, on peut voir que Ruexeger a joué 9-12. J'ai pas trouvé que c'était le pire des joueurs d'ailleurs de Lausanne. Il a commencé par mettre une jolie boîte au début. Je me suis dit, tiens, de la part d'un joueur de 4e bloc, c'est assez intéressant. Benjamin Bougro, 9 minutes 31, et puis son frère était à 8-26. Donc c'est un peu plus que ces 6 minutes qu'il pouvait donner. Il y a un seul joueur qui dépasse les 20 minutes du côté de Lausanne, c'est Bayreuther avec 22 minutes 28. Sinon, tout le reste, il n'y en a même pas un qui dépasse les 20. C'est Théo Rochette à 19-06. Donc je pense pas que les joueurs ont été trop sollicités du côté lausannois, mais il va falloir faire quelque chose, il va falloir trouver quelque chose. Est-ce que ça passera par une performance XXL de Kevin Pache qui peut voler un match et donc frustrer Zurich? Est-ce que c'est essayer de rentrer dans leur tête et, comme on disait aussi, essayer si tu laisses jouer Malguin et Andrighetto, tu vas te faire piéger à un moment. Et oui, il faut arriver à les faire un peu... le comportement parfois de diva, je fais les guillemets avec les mains, ou qui n'aime pas être frappé, de toute façon comme tous les joueurs qui sont un peu techniques, ça va passer par ça. Est-ce que Lausanne en est capable? Sans doute d'une certaine manière, même si Lausanne a des joueurs plutôt aussi techniques, les Fuchs, les Kaoun. Un Kaoun que j'ai de nouveau pas trouvé extrêmement présent. Des fois, je me demandais s'il était là. Donc, de Lausanne, il y a quand même... On parle de la première ligne, mais il faudrait aussi que les autres se lèvent un peu. Contre Fribourg, ça a passé grâce à la première ligne. Là, il faudra peut-être que ça vienne de quelqu'un d'autre. Ouais, comme ça a été le cas aussi à certains moments dans ces séries où justement on disait que la première ligne n'était pas ultra dominante et d'autres lignes étaient capables de faire la différence, notamment face à Langnau par exemple, où la ligne de Rochette était bonne. Kaoun a fait une belle série contre Langnau, donc c'est vrai qu'il y a des motifs des raisons d'être positifs quand même malgré cette première défaite initiale. C'est sûr que c'est difficile d'avoir un discours trop positif après ce match-là, et en même temps, et ça on l'a dit très rapidement finalement, il y a finalement que 1-0 et on se retrouve l'année passée, on se retrouve au même stade que l'année passée, à savoir il faut aller gagner une fois à Zurich, et c'est pas totalement impossible. Au passage, un petit clin d'œil au Lausanne HC qui avait de nouveau invité la rappeuse La Gale qui était là pour chanter avant le match dans le COP. C'était assez cool comme moment, j'ai trouvé. Et, je me dis que c'est assez sympa comme partenariat qu'ils ont fait. On n'en avait pas parlé quand elle avait sorti cette chanson à l'époque. Et là, elle était de nouveau présente. Je trouve que c'est une jolie initiative et je trouve que c'est assez bien de mêler culture
et sport quand ça s'y prête. Et en l'occurrence, je trouvais que ça s'y prêtait pas mal. Alors voilà, on va terminer cet épisode avec l'équipe de Suisse quand même qui a la bonne idée de jouer ces matchs parfois en même temps que les matchs de National League, notamment lors de la demi-finale. Ce sera rebelote pour la finale avec le 3e acte samedi avec ce match en France, à Marseille, c'est juste, hein Greg? Exactement, vendredi, samedi, 2 matchs en France. On va rater un des matchs d'équipe de Suisse parce que l'équipe de Suisse joue là-bas. Moi, je serai présent pour le premier des 2 matchs vendredi soir à Marseille. Et, je me réjouis de voir ça, d'aller un peu dans l'encadrement de l'équipe de Suisse. Alors, pas à l'interne, on est bien d'accord, mais de pouvoir voir peut-être les gens qui sont un peu plus tranquilles, on va dire, parce que plus le mondial approche, plus ça peut devenir un peu... logiquement, hein, un peu tendu, il y a plus de gens aussi, plus de sollicitations, tandis que là, il n'y en aura pas des pellets, je pense. Et cette équipe de Suisse, elle a été un petit peu modifiée en tout début de semaine. Il y a eu 2 ajouts et un départ. Les 2 ajouts, c'est 2 Romans, Romain Leffel et Grégory Hoffmann, qui fait son retour, lui qui n'était pas là l'année passée, blessé. Et il y a eu un départ, c'est Dario Simeone. Leffel, c'est une évidence parce qu'on avait dit que les joueurs médaillés d'argent allaient de toute façon recevoir une convocation pour cette année. Il était présent l'année passée à Prague, il sera donc présent cette année dans la préparation. Et on va pas franchement se mentir, c'est un peu, s'il reste en santé, puis il se met dans du papier bulle jusqu'au départ de l'avion pour Herning, en gros, il sera aussi présent, le Romain, je pense. Alors, surtout que quand on voit la faiblesse, je vais dire, du roster au niveau du powerplay, parce que on l'a toujours dit, hein, le passage à 6 étrangers a fait que les clubs ont choisi souvent des défenseurs étrangers capables de tenir un powerplay. À l'heure actuelle, en Suisse, et c'est surtout un casse-tête pour Hockey Manager, parce qu'il faut trouver un défenseur qui peut être sur le powerplay. Il n'y en a pas les masses. Et on peut même dire, sans trop se tromper, que les 2 suspects usuels, c'est Romain Leffel et Dean Koukan. Et que quand il n'y a pas Roman Niosi, voire Siegenthaler, mais Siegenthaler n'est pas un joueur de powerplay, c'est difficile de trouver des joueurs qui peuvent passer le puck rapidement, être dangereux à la bleue et gérer un peu le mouvement du puck à la bleue. Mais bon, c'est clair que cette défense qui sera présente à Herning, elle sera passablement remaniée par rapport à celle qu'on a actuellement. Parce que si on regarde dans l'équipe qui était présente à Prague, donc comme on l'a déjà dit, qui vont recevoir une convocation, il y a Marty en finale, Koukan en finale, Jung et Fora qui viennent de terminer leur demi-finale et qui n'ont pas été sélectionnés, Glauser en finale. Donc, tu peux avoir une défense qui tient sacrément la route. Finalement, la même que l'année passée, moins Yossi qui va probablement pas venir et Siegenthaler. Mais Koukan et Leffel pour jouer le powerplay, c'est quand même sacrément solide. Et après, avoir dans les autres joueurs capables de jouer aussi d'une bonne première passe, d'être offensivement intéressant. Un Dionisio, on va voir ce que ça va donner. Un Chanton est capable de le faire, mais un Carrère a quand même l'habitude et expérimenté. Bernie également, même si on en attend peut-être un petit peu plus du côté de Genève, c'est un international en puissance, on va dire ça comme ça. Et dans les jeunes, entre Baragano et Jönsson, comme je disais avant, Dionisio, il y a sûrement moyen d'avoir une petite surprise. Mais c'est vrai qu'en l'état, l'équipe de Suisse qui va à Marseille, c'est pas franchement au niveau de la défense qu'elle nous fait rêver. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais quand tu as fait la liste des joueurs qui étaient présents à Prague, et je me posais la question, en fait, pour remplacer, en gros, Siegenthaler et Yossi, si Patrick Fischer décide de partir avec 8 et de faire 8-14, s'il n'a pas de joueurs de NHL ou très peu, c'est possible qu'ils se disent qu'il a un petit peu plus besoin d'attaquant que de défenseur. Quand tu as Yossi qui bouffe 25 minutes, c'est plus facile de jouer avec moins de défenseurs. Tu disais Fora Jung, Glauser, Marty Koukan, on est à 5, Leffel qui est là, on est à 6. Qui est-ce qui resterait de ceux qui sont là, ou peut-être pas là, hein, dans le sens, est-ce qu'il prendrait un Lucas Frick aussi? Ça, je ne sais pas. Qui est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'il y a Yannick Radgiev vu la fin de saison?
qu'il a réalisé avec Fribourg-Gotteron obtiendra une chance, mais on sait qu'en général, bon, lui pourrait venir dans la semaine prochaine, en tout cas se prouver sur une semaine en équipe de Suisse, parce qu'en général, on sait que les finalistes qui se font convoquer, on parle justement de Frick en l'occurrence, s'il est convoqué, c'est qu'il va aller au mondial. En général, il n'embête pas les joueurs finalistes en les convoquant pour finalement une semaine après leur dire bon, bah allez, à bientôt. Donc, pour Frick, s'il est convoqué, il sera là. Et moi, je pourrais imaginer voir un Yannick Radgeb avoir une chance là aussi, parce que si on parle d'un profil qui doit avoir la capacité de jouer le powerplay, parce qu'on n'en a que 2 actuellement d'assez sûrs, avec le fait éventuellement Koukan, même s'il n'est pas encore là. Un Radgeb en plus, il pourrait avoir mérité en tout cas une nouvelle chance. Je me dis que peut-être de ceux qui sont là, alors si on fait abstraction de Radgeb et Frick et qu'on se concentre sur ceux qui restent, qui pourrait avoir le plus de chance, c'est assez difficile. J'ai quand même envie de penser qu'un Tobias Geiser, est-ce que c'est peut-être le passeport Zougoua qui fait que, et le passé AHL qui fait que tu as un petit avantage? Je sais pas. Dans ces cas-là, alors peut-être que Tim Berni, avec son passé NHL à Columbus, pourrait aussi avoir une possibilité. Faudrait réfléchir aussi au droitier-gaucher. On sait que c'est quelque chose que Patrick Fischer essaye de préserver. Alors, il va pas faire forcément du 4-4 s'il a 8 défenseurs, mais il est quand même obligé d'avoir des défenseurs droitiers pour balancer quand même son effectif, je pense. Hein. Oui, bon, les deux sont gauchers, hein, Geiser et Berni, donc là, c'est pas une différence. Par contre, Geiser a déjà 2 championnats du monde à son actif, Berni en a aucun. Donc, je pourrais aussi imaginer que le passé d'un Tobias Geiser pourrait lui permettre d'avoir un petit avantage. Lui qui il a joué 6 matchs en 2021, il en a joué 6 en 2023. Donc, ça pourrait être la bonne surprise. Enfin, c'est pas une surprise en l'occurrence, mais parmi les joueurs là, effectivement, je pourrais le voir débarquer. Ensuite, en attaque, là aussi, il y aura le droit à ceux qui étaient présents l'année passée à Prague à être convoqués. Donc, ça va quand même faire quelques personnes, même si finalement, par rapport à la saison dernière, on en a déjà parlé, il y a quand même des absents. Hein. Oui. Parce que bon, on parle pas des joueurs de NHL, il y avait Fiala, il y avait Ischier, Kourachev et Niederreiter, mais il y a Turkov et pas là, Simeon est rentré à la maison blessé, Chervet pas là, ça fait déjà 3, Gaëtan Haas était là, il est plus là, ça fait 4. Donc ça fait déjà 4 joueurs qui étaient présents l'année passée qui ne seront pas éligibles. Dans les demi-finalistes éliminés, Berchi va recevoir une convocation. Ambul, on le sait bien, il va recevoir une convocation. Et c'est tout dans ceux qui sont garantis d'avoir une chance. Ça fait 2 de plus. Les finalistes, André Ghetto, il y aura Malguin en plus, qu'on n'avait pas l'année passée. Ça fait quand même une sacrée différence, un joueur comme ça, surtout quand on voit le niveau des 2 ensemble. Et là, tu te retrouves directement avec ta première paire offensive qui est sur la glace, en fait, avec les automatismes qui sont déjà créés. Donc, mine de rien, c'est pas intéressant. Damien Ria mériterait une chance, lui qui a déjà appartenu justement au giron de l'équipe de Suisse. Donc oui, je suis totalement de ton avis, Damien Ria. Ken Yeager fait partie des meubles, mais des habituels. Et en l'absence de beaucoup de joueurs de NHL, je pense que Ken Yeager aussi sera présent. Donc offensivement, on peut aussi voir qu'actuellement, on a certains qui étaient déjà là. Il y a un Hoffman qui est de retour. Donc rien que Hoffman et Malguin, finalement, ça te change un petit peu la physionomie de ton équipe par rapport à l'année dernière, je trouve. Absolument. Et là, alors, c'est presque plus intéressant qu'en défense, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus d'inconnus. Quand on pense que Senteller, qui formait cette super ligne avec Herzog et Simeon, mais les deux ne sont pas là. Grégory Hoffman et Malguin, tu en as parlé, eux n'étaient pas là et seront probablement là si ils sont pas blessés. Bon, en l'occurrence pour Malguin qui s'était blessé, on se souvient au match 7 de la finale l'an dernier. Ça veut dire donc que par rapport à cette équipe-là et avec 14 places, tu les as comptés. Hein. T'avais dit les 2 attaquants zurichois là, est-ce qu'il y en aurait peut-être un de plus? Est-ce qu'un Nicolas Bechler mérite véritablement une chance? Un Chris Baltisberger, il me semble que peut-être, parce qu'il faudra trouver quelque chose, mais ça me paraît un petit peu difficile. Guerreria, ça fait que 2, donc on est à 4. Berchi, on est à 5. Est-ce qu'un Schmidt peut obtenir quelque chose? Mais bon, ça ferait...
on n'arrive qu'à 6, hein, donc 6 plus Hoffman, Senteller, Tyler Moy peut-être 9. Il y a encore joliment de la place pour des nouveaux, je trouve. Et... Absolument. Moi, c'est 2 noms à te lancer et je ne compare pas ces 2 joueurs parce qu'il faudrait être malade pour les comparer. Mais dans les finalistes, moi, entre un Vili-Riedi, qui est justement un de ces ailiers puissants, capable de jouer sur une 4e ligne, d'avoir un impact physique, qui est capable de marquer 1 ou 2 buts si on lui demande, mais il a fait quelques matchs à l'équipe de Suisse. Lui pourrait être un candidat justement dans un rôle bien défini. Et on sait qu'en équipe de Suisse, mieux vaut avoir une spécialité et être bon dans celle-là qu'être un bon joueur qui fait un peu tout. Donc, je peux l'imaginer. Théo Rochette, dans les finalistes, a aussi on peut aussi le considérer vu les playoffs qu'il est en train de faire. Il marque une pellée de buts. Est-ce qu'à l'échelle internationale, il peut faire la différence? En même temps, si on le convoque jamais, on pourra jamais vraiment savoir. Même il a déjà été convoqué, on est bien d'accord, mais il a toujours pas joué de championnat du monde. Il n'a pas joué de championnat du monde, mais il a fait 2 fois des tournois internationaux, des tournois amicaux avec l'équipe de Suisse. Donc lui aussi, c'est clairement un candidat, comme tu l'as dit avant, à Damien Ria. Et dans les éliminés en demi-finale, on pourrait peut-être imaginer qu'un Sandro Schmidt recevra une chance. Vu les playoffs qu'il a réalisés, je trouve que ça ne veut pas dire qu'il doit aller au mondial, mais avoir une chance, ça devrait. Après, il y a un jeune du côté de Fribourg, c'est Julien Sprunger. Lui aussi, 17 buts, 17 et 13 passes cette saison en 60 matchs. Il pourrait faire l'affaire, mais je ne sais pas s'il est un peu trop bleu là-dedans. Et sinon, après, du côté de Davos, un Valentin Nussbaumer qui a été une belle promesse il n'y a pas si longtemps. Là, cette saison, il s'est quand même pas mis plus en lumière que tant, donc c'est un peu difficile. Il fait 25 points en 50 matchs, hein, donc je pense que c'est une convocation, il l'aura, mais est-ce qu'il aurait une place là-bas? Je ne sais pas. C'est pas évident, mais il pourrait faire partie des papables. Après, ça dépend aussi justement de ce que tu attends. Et c'est là pour ça que je fais une différence entre les Rochette, Nussbaumer d'un côté et Riedi de l'autre. Tu n'attends pas la même chose de ces gars-là finalement quand tu les sélectionnes. Et si tes premières lignes sont remplies de Malguin, André Ghetto, Hoffman, ces joueurs-là, tu n'as peut-être pas besoin d'en avoir encore davantage pour jouer dans les 2 premières lignes. Riedi serait pas absurde à mon avis. Absolument. Je pense que parmi ceux qui, on va pas dire jouent leur place, mais qui vont essayer de rester une semaine de plus, tu me diras si tu es en accord avec ce que je vais te dire. Ramel, je pense qu'il est parmi ceux qui doivent encore s'aguerrir. Je pense quand même que Simic et Taibel aussi, Miranda malgré tout, Biasca aussi. Je pense que des Bader Marchand sont beaucoup plus proches du championnat du monde que les autres cités. Et que Marco Lehmann aussi, normalement, qu'on attendait mais qui a été blessé et qui est vraiment quelqu'un qui peut monter en puissance et devenir un véritable attaquant de l'équipe de Suisse. Fazzini, c'est un peu celui qu'on attendait toujours en se disant mais c'est un des meilleurs buteurs du championnat de Suisse, droitier. Et il a cette fois la concurrence de Dario Rohrbach. Et Dario Rohrbach, il marque des buts. J'ai l'impression qu'il a un peu vu Jésus cette saison. Est-ce qu'il ira jusqu'à ponctuer sa saison fabuleuse par un championnat du monde? C'est pas impossible du tout. Même si peut-être dans l'absolu, un Fazzini mériterait plus pour on va dire la longévité, mais ça se joue au mérite. Et si Dario Rohrbach arrête pas de planter des goals et que son association avec Tyler Moy est bonne, je vois pas pourquoi tu devrais complètement changer ça, quoi. Ouais, absolument. Fazzini, c'est 22 buts cette saison régulière, c'est quand même sacrément solide. Donc, des gars capables de marquer des buts, et on en revient justement aux absences, hein, des buteurs. Il n'y aura probablement pas Timo Meyer. Alors, on ne sait jamais comment ça peut évoluer du côté de la NHL, bien sûr. Il n'y aura pas probablement Timo Meyer tout de suite, pas Ischier, pas Fiala. Ça peut quand même devenir... tu as quand même besoin de ce profil-là. Et peut-être qu'un Fazzini, quand tu sais que tu vas pouvoir compter sur les joueurs dont j'ai parlé avant, tu peux plus facilement le laisser à la maison. Et c'est là où j'en reviens finalement à ce que je disais avant. Dans l'esprit d'un Patrick Fischer, est-ce que Luca Fazzini est un meilleur joueur de hockey que Sven Senteller? Je sais pas. Par contre, dans un rôle bien spécifique, Sven Senteller lui apporte beaucoup plus. Donc, il va préférer le prendre lui. Par contre, cette année, si c'est le choix entre Senteller et Fazzini, mais que dans cette équipe, il va lui manquer un joueur pour marquer des buts sur le power play,
en one-timer et pas forcément avoir un travail défensif trop important à faire, parce que justement, tu as dans ton contingent des joueurs qui sont capables de jouer les lignes 3 et 4, bah, tu prends Luca Fazzini. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il a de bonnes chances d'être là en l'état, mais après ça va vraiment dépendre, justement, comme je disais avant, de qui sera présent. On peut aussi noter que, alors, je suis pas forcément fan de sa saison en plus. Il va partir à Zurich pour 3 saisons. C'est Thierry Bader, mais c'est un joueur que Patrick Fischer aime bien. Il l'a déjà sélectionné. Je pense que du côté de Berne, par contre, je dis Montiel et Marchand, mais Fabian Ritzmann aussi, on l'a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup parlé de lui. Bon sur ses lignes un peu défensives. Est-ce que c'est ça qui peut potentiellement le faire rester un peu? Et parce qu'en plus, il a marqué quelques buts. On a besoin, tu le disais, avec Saint-Hilaire, de ce genre de joueur. Est-ce que sur une 4e ligne, un Ritzmann, ou est-ce que finalement, il préférera mettre quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, qui a un peu le même profil, mais simplement avec plus d'expérience? On verra quels seront les choix. Après ces matchs à Marseille, la Suisse va partir faire des matchs à Riga. Elle revient en Suisse, joue un match à Cloton pour ce breakout game avant les matchs à Brno, où il y a 2 matchs. Dernier tournoi européen du Hockey Tour contre la Tchéquie, la Suède et la Finlande. Puis après, c'est le départ pour Herning, mais on n'a pas parlé des gardiens. Je crois qu'on l'avait mentionné lors d'un des précédents épisodes avec les 3 gardiens que sont Giannoni, Charlin, Weber, et on était un peu les deux à se dire que s'il y en a un qui est sur le ballon et qui pourrait potentiellement céder sa place, soit Schliemann qui a déjà été en équipe de Suisse, qui a déjà fait un championnat du monde, et Kevin Pache, c'était plutôt Ludovic Weber. Ouais, absolument. Ça va évoluer encore, je pense, à ce poste-là. Je voulais juste terminer sur un dernier point. Une petite surprise au niveau de la défense. Moi, je n'aurais pas trouvé totalement absurde, et peut-être qu'il veut peut-être juste plus être sélectionné, mais Joël Vermin, qui s'est reconverti en défenseur, il a 33 ans, ancien joueur qui a quand même un passé en équipe de Suisse pas inintéressant. Il a joué les Jeux Olympiques, il a joué 3 mondiaux, non 2. Et je sais pas, si tu veux un défenseur capable de porter le puck, un défenseur capable de tenir le power play à la ligne bleue et de jouer offensif, ça aurait pu ne pas être absurde de l'avoir à cet endroit-là. Peut-être c'est juste qu'à 33 ans, il s'est dit je vais pas encore m'amuser à partir en préparation, c'est possible aussi. Tout à fait, on se souvient de lui en 2018, il faisait partie des médaillés d'argent à Copenhague. Mais voilà, on est au terme de cet épisode numéro 40 de la saison 7 de Colfax, le premier de la finale des Lions. On va continuer de la suivre évidemment au plus proche. Toi, tu vas suivre le match Zurich-Lausanne jeudi soir. Moi, je serai à Marseille pour préparer les interviews dans le cadre de l'équipe de Suisse et même de l'équipe de France d'ailleurs, c'est prévu, tout en suivant d'un œil, voire des deux, durant la soirée, le match Zurich-Lausanne, et de revenir à temps pour le match numéro 3. Quelle vie, on va pas se plaindre. D'ici là, on vous remercie pour votre fidélité. On fait un clin d'œil du côté de Bogota où on est écouté. On a reçu un message très sympa de quelqu'un qui, grâce à nous, suit toujours le hockey suisse. Donc merci beaucoup, ça fait chaud au cœur d'avoir des messages positifs. Disons que le ratio message positif et message moins positif n'est pas forcément toujours glorieux durant les playoffs. Donc quand on en reçoit des positifs, ça nous touche tout particulièrement. Aux autres, n'hésitez pas à ne pas nous écouter, c'est toujours une option. Faut pas vous gêner. Ceci dit, à ceux qui ont envie, on sera là très probablement vendredi soir. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous à nos différents canaux de diffusion sur Spotify, sur YouTube, sur SoundCloud, sur Apple Podcast. On est présent sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Jean-Fred fait des danses sur Snapchat si vous voulez. Bref, on est absolument partout. Sur TikTok, en plus, sur Snapchat et TikTok, il est partout, Jean-Fred. Donc ça, c'est pas vrai. Cherchez pas, vous ne trouverez pas. D'ici vendredi, portez-vous bien et bon match. À bientôt.